Salut à tous, bienvenue dans la case docu-réalité de Direct 8 pour un nouvel épisode de la Minute de Vérité, l'émission qui reconstitue les catastrophes. Nous sommes en janvier 1989, lors de son décollage, le vol Londres-Belfast va connaître un problème moteur. Le pilote va bien essayer un atterrissage d'urgence, malheureusement 47 personnes seront tuées. Que s'est-il vraiment passé? Voici la réponse avec la Minute de Vérité, c'est tout de suite sur Direct 8. Un Boeing 737 flambant neuf, un des avions les plus sûrs au monde, transporte 126 personnes entre Londres et l'Irlande du Nord. Soudain, une succession d'explosions et de vibrations secoue l'appareil. Il s'écrase à quelques mètres d'une piste d'atterrissage. Bilan, 47 morts. Ont-ils été victimes d'un attentat terroriste ou d'un terrible accident ? Grâce à la simulation informatique, nous allons vous montrer précisément ce qui a entraîné l'accident du vol 092. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette Minute de Vérité. Europe. Angleterre. Heathrow, près de Londres. Le premier aéroport mondial en termes de trafic. 8 janvier 1989. En ce dimanche soir, de nombreux passagers rentrent chez eux après les vacances de Noël et du jour de l'an. L'aéroport est bondé. Dans l'aérogare 1, les gens se présentent pour le vol British Midland 092 à destination de Belfast. Un vol régulier d'1 heure. La sécurité est omniprésente. En effet, la campagne de l'IRA contre des cibles britanniques bat son plein. En près de 20 ans, l'armée républicaine irlandaise a tué 416 civils. Un employé des services médicaux, Gareth Jones, a pris un nouveau poste à Belfast 3 semaines auparavant. J'ai quelques questions de sécurité. Ces vérifications sont devenues une habitude. On vivait en Irlande du Nord à l'époque et on y était habitué car la sécurité était accrue. Mais l'IRA n'est pas la seule raison du renforcement de la sécurité à Heathrow. 3 semaines plus tôt, à Lockerbie, en Écosse, une bombe a fait exploser un 747 de la Paname en partance d'Heathrow et à destination des États-Unis. L'explosion a tué les 259 personnes qui se trouvaient à bord et 11 autres au sol. À l'époque, c'est l'attentat terroriste le plus meurtrier sur un avion de ligne américain. Et les autorités y voient la main d'un groupuscule terroriste arabe. Ce dimanche 8 janvier, les passagers du vol 092 sont entre les mains du commandant de bord, Kevin Hunt. Avec 25 ans d'expérience, c'est un des pilotes les plus chevronnés de la compagnie British Midland. À ses côtés se trouve l'officier pilote de ligne David McClelland, âgé de 39 ans. Ce soir, ils sont aux commandes d'un avion qui n'a que 2 mois, un des nouveaux Boeing 737 de la série 400. L'avionneur américain a lancé cet appareil 1 an plus tôt à grand renfort de publicité. Il peut s'enorgueillir de plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs. Ces nouveaux turboréacteurs CFM56 sont les plus puissants de leur catégorie et le poste de pilotage dispose de la technologie dernier cri avec entre autres des écrans télé et des cadrans à diode pour remplacer les traditionnels cadrans à aiguille. 19h15. Carte d'embarquement. Les 118 passagers embarquent dans l'avion. Frein débloqué, allumez moteur 1 et 2. Le commandant Hunt allume les 2 moteurs. Les avions de la série 400 sont encore tout nouveaux pour lui. Il n'a que 23 heures de vol à son actif sur ce type d'appareil. Quant à son copilote, il en compte seulement 53. En cabine, Gareth Jones est assis côté hublot, au-dessus d'une aile, tout près d'une issue de secours. Excusez-moi,
Un steward lui demande de lire la notice de sécurité pour qu'il sache comment ouvrir la porte à côté de lui. En général, je n'y faisais pas très attention, mais c'était demandé gentiment et ça aurait été impoli de ne pas le faire. Les contrôleurs aériens donnent l'autorisation de décoller. Vol 092, décollage de la 7 droite, vent de surface au 270. Les conditions météorologiques sont idéales. C'est parti. C'est parti. Le copilote met les moteurs à plein régime. V1, rotation. Décollage. Relevez le train. Relevé. À 19h52, le vol 092 de British Midland est en route pour Belfast. 1800 mètres. Debbie Griffiths, 24 ans, est une des 6 hôtesses à bord. Elle était en congé, mais son responsable l'a appelée au dernier moment. Cela fait 2 ans qu'elle exerce ce métier. J'adorais ce travail car j'aime être au contact des gens. C'était une vie formidable pour quelqu'un de mon âge. Quelques minutes après le décollage, le personnel sert des boissons. L'atmosphère est détendue car les passagers savent qu'ils atterriront dans moins d'1 heure. « 20h05. 13 minutes après le décollage, l'avion est à 8500 mètres et monte pour atteindre son altitude de croisière de 10 600 mètres. Puis, soudain, une très forte déflagration. L'avion commence à vibrer violemment. Pour les passagers, ce vol de routine vient de virer au cauchemar. Dans le poste de pilotage, le commandant de bord et son copilote ressentent eux aussi les secousses. Bizarre, qu'est-ce qui se passe? Pire encore, ils sentent de la fumée. Il y a le feu? Prévenez le contrôle aérien qu'on descend. La fumée ne peut entrer en cabine que par les conduits d'air conditionnés. Or, l'air conditionné étant actionné par les réacteurs, les 2 hommes en déduisent qu'il s'agit d'un problème de moteur. Un problème grave, d'après le bruit. Assis au-dessus de l'aile, à côté du moteur, Kieran Dynan, un étudiant de 20 ans, entend un cliquettement très puissant. C'était un fracas. Comme celui de cailloux dans une machine à laver. Derrière le cockpit, Nick Stevenson et Chris Thompson, 2 entrepreneurs, sont assis dans la rangée 1. Ils rentrent chez eux à Belfast. Ils sentent des vibrations si intenses qu'ils ont l'impression que l'avion se désagrège. C'était comme si quelqu'un essayait d'entrer à coups de masse, de se tailler un chemin à travers le fuselage. À ce moment-là, vous vous retrouvez paralysé. L'hôtesse Debbie Griffiths pense tout de suite à la catastrophe de Lockerbie. À cet instant, ça a été la terreur. Je me suis dit, y a-t-il une bombe? Il y a effectivement de quoi se poser la question vu l'explosion et les vibrations qui secouent l'appareil. Assis à côté du hublot au-dessus de l'aile dans la rangée 14, Gareth Jones s'efforce de rassurer une passagère paniquée. La personne à côté de moi, Teresa, était très mal. J'ai donc commencé à lui parler pour essayer de la calmer. Et ça m'aidait aussi car je n'étais pas très rassuré non plus. Et Gareth a de bonnes raisons de s'inquiéter. De son siège, il a une vue plongeante sur l'aile de l'avion. Et ce qu'il voit n'est pas fait pour le rassurer. En regardant par le hublot, je voyais des traînées qui ressemblaient à des étincelles qui semblaient provenir du moteur. Dans le cockpit, le commandant de bord et le copilote, qui ne peuvent pas voir leurs 2 turboréacteurs, ignorent tout des étincelles. Comme tous les pilotes, ils s'appuient sur les données fournies par les instruments de bord pour tenter de diagnostiquer le problème. Mais ils ne sont pas encore familiarisés avec le nouveau système d'affichage des 737-400. En scrutant leur tableau de bord, Hunt et McClelland
conclut à un problème moteur et arrête celui des deux qui est défectueux. Coupez-le. D'accord. Les bruits et les vibrations cessent immédiatement et le 737 reprend un comportement normal. Par mesure de sécurité, l'avion doit toutefois se poser dès que possible. Allons vers East Midlands. Hunt a de la chance. Le contrôle aérien l'autorise à atterrir en urgence à East Midlands, à 10 minutes de là. Cap au 090, atterrissage aux instruments. Reçu. Descendons au niveau 120. 20h10. Mesdames et messieurs, ici le commandant Kevin Hunt. Nous avons eu un problème avec l'avion. Le commandant de bord s'adresse à ses 118 passagers pour les rassurer et les informe qu'il a coupé le moteur défectueux. Il est malheureusement impossible de poursuivre notre vol vers Belfast. Il les assure qu'ils seront en sécurité au sol d'ici une dizaine de minutes. Ce sera un atterrissage de routine. Pour son plus grand soulagement, Gareth Jones constate que le moteur ne crache effectivement plus d'étincelles et il se dit que le commandant maîtrise la situation. 20h17. L'avion descend de 2000 mètres. Il doit atterrir dans 8 minutes. 160, niveau de vol 40. Une minute plus tard, un contrôleur aérien demande au commandant Hunt de virer à droite pour s'aligner dans l'axe de la piste. Vol 092, descendez à 900 mètres. Reçu. 900 mètres. L'avion entame son approche. En cabine, l'équipage se prépare à l'atterrissage. Il est alors 20h20. Une deuxième déflagration, encore plus violente que la première, secoue l'appareil. Les passagers comprennent que ce bruit doit provenir du deuxième et dernier turboréacteur. L'avion a tremblé comme s'il avait touché quelque chose et s'était arrêté en plein vol. À ce moment-là, mon sang s'est figé. Les vibrations s'accentuent encore. Elles étaient phénoménales. J'arrivais à peine à voir Chris sur le siège d'à côté. Je me suis dit, si ça continue à vibrer comme ça, l'avion va se disloquer. J'étais terrifiée. Je ne savais pas ce qui se passait. Sortez le train. Sorti. Volez à 15 degrés. Le contrôle aérien donne l'autorisation au Boeing de descendre à 600 mètres. Le pilote doit faire très vite, avant que le deuxième moteur ne lâche complètement. On perd de la poussée. Dis-leur qu'on perd le deuxième moteur. Puis, tout devient silencieux. Le dernier turboréacteur vient de cesser de fonctionner. Les passagers savent qu'ils sont en train de tomber. Je me souviens du bruit du vent à l'extérieur, ce sifflement. Puis l'avion est tombé. C'était comme descendre une pente de grand 8. Je me suis dit, si celui qui est là-haut veut te prendre, tu peux rien y faire. Privé de poussée, l'avion de British Midland livre désormais une bataille perdue d'avance contre la gravité. Hunt ordonne au copilote de tenter de relancer les moteurs. McClelland entame aussitôt la séquence de mise en marche, mais l'appareil perd rapidement de l'altitude. C'est alors que le moteur gauche prend feu. Il y a le feu. Relancez le moteur. Il ne démarre pas. Le 737 est en chute libre. Et le manche du commandant Hunt commence à vibrer violemment. L'avertisseur de proximité du sol signale aux deux hommes qu'ils descendent trop vite. Les pilotes distinguent les lumières de la piste d'atterrissage de l'aéroport à moins de 2 km. Mais il y a aussi d'autres lumières, beaucoup plus proches. Ce sont celles de l'autoroute M1, l'artère principale nord-sud du Royaume-Uni. Si l'avion s'écrase sur la chaussée,
le nombre de victimes risque d'être effroyablement élevé. Mais le commandant Hunt a épuisé toutes les options et le sol se rapproche à toute vitesse. Quelqu'un a dit « On va tous mourir ». À 20h24, le vol British Midland 092 n'est plus qu'à 1 minute de l'aéroport d'East Midlands. Volez un, s'il vous plaît. Vitesse. Le commandant Hunt distingue les balises lumineuses de la piste. Mais avec un moteur en flammes et l'autre inutilisable, il ne peut qu'espérer que l'avion restera suffisamment longtemps en l'air pour arriver jusqu'à la piste. Cela fait 10 minutes que les passagers n'ont plus entendu de message du commandant, mais ils savent qu'ils vont s'écraser. Des idées stupides vous passent par la tête. Qui tondra la pelouse? Une partie de votre cerveau dit l'avion est en train de s'écraser. Et une autre, impossible, ça n'arrive jamais. Le commandant distingue désormais le village de Kegworth. Dans un effort désespéré pour l'éviter, il relève le nez de son appareil pour prolonger son vol plané. Le 737 passe au-dessus de la localité, à seulement 60 mètres d'altitude. J'ai remarqué le clocher d'une église par le hublot et j'ai pensé, un clocher est à la hauteur du hublot. Et je suis à bord d'un avion. La M1 se trouve juste après Kegworth. Si Kevin Hunt parvient à franchir les 6 voies, il n'aura plus que 900 mètres à faire pour atteindre la piste. Essayez l'autre. Il ne démarre pas. Essayez encore. Il ne démarre pas. Il est impossible de continuer à faire voler l'avion. Le commandant fait alors une dernière annonce aux passagers terrifiés. Préparez-vous à un atterrissage d'urgence. Il a dit « Préparez-vous à un atterrissage d'urgence » et le ton de sa voix était éloquent. Je me suis mise en position en me disant « C'est la fin ». Juste avant, je me suis dit, personne ne survit à un accident d'avion. « 30 mètres avant l'autoroute, la queue de l'avion percute la terre ferme avant de rebondir. L'appareil arrache les arbres qui bordent la M1. C'était comme si ça n'allait jamais s'arrêter. On ne pouvait plus respirer. L'avion glisse à travers la chaussée, détruisant un lampadaire, avant de percuter le talus de l'autre côté de la M1 et de se disloquer en 3 tronçons. J'étais complètement écrasé. Puis plus rien, le silence total. L'avion s'arrête à 900 mètres de la piste d'atterrissage. Le commandant Hunt a réussi à traverser la M1, mais de peu. Il n'y avait heureusement aucune voiture sur cette portion de l'autoroute. Dans la partie centrale de l'épave du 737, Gareth Jones et sa voisine Teresa sont vivants. Ils étaient assis au-dessus de l'aile, la portion la plus solide d'un avion. Gareth n'a que quelques égratignures. Il n'arrive pas à croire à sa chance. Pourtant, tout danger n'est pas encore écarté. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un petit buisson en feu. Et je me suis dit, ça c'est dangereux. Nous sommes au-dessus de l'aile qui est remplie de carburant. On a intérêt à sortir et vite. Par miracle, les 5000 litres de kérosène n'ont pas encore pris feu, mais ils s'écoulent de l'épave, et un des moteurs est encore en flammes. Si le carburant s'enflamme, Gareth et les autres survivants n'auront que peu de chances d'en réchapper. Après avoir survécu au crash, ils risquent de périr carbonisés. Gareth actionne la poignée de l'issue de secours, mais rien ne se passe. Heureusement, je me souvenais des instructions de la notice. Actionner la poignée, tirer la porte et jeter-la dehors. Avant le crash, Gareth avait dit à Teresa que s'il survivait à l'accident, il la sortirait de l'épave. J'ai repassé la tête dans l'encadrement de la porte et je lui ai crié « Donnez-moi la main ». Et j'ai vu sa main sortir des ténèbres.
Je l'ai tiré dehors. Garrett remonte ensuite dans l'avion pour tenter de secourir d'autres survivants. Mais la scène qu'il découvre le glace d'effroi. Des débris tordus, des passagers blessés appelant au secours, et d'autres à jamais silencieux. Certains essayaient de sortir, d'autres ne bougeaient pas. Et je savais ce qui était arrivé à ceux qui ne bougeaient plus. Ce sont des souvenirs que j'emporterai dans ma tombe. Dans le tronçon avant, Nick Stevenson et Chris Thompson sont toujours dans leur siège de la rangée 1. Chris est inconscient et gravement blessé. Mais Nick fait partie des chanceux. Il recouvre rapidement ses esprits. Je me suis dit, je suis vivant. Et puis, ça va brûler, sors. Il n'a pas la force d'aider Chris. Il essaie de se lever, mais une douleur fulgurante dans sa jambe gauche l'en empêche. Pourtant, il sait qu'il doit la surmonter pour sortir. L'instinct de survie prend le dessus, c'est incroyable. Je savais que j'allais sortir, il le fallait. Rien d'autre n'avait plus d'importance. Il se traîne jusqu'à une brèche dans le fuselage et appelle des conducteurs qui se sont arrêtés pour porter secours. Ils sont venus me chercher et m'ont porté jusqu'au bas du talus. L'hôtesse Debbie Griffiths, elle, est toujours prisonnière dans le nez de l'appareil. Elle est grièvement blessée et redoute que le carburant ne prenne feu. J'avais beaucoup de mal à respirer et je me suis vue mourir. Je me battais pour survivre, tout en m'attendant à ce que les moteurs explosent. Je me souviens m'être dit, j'espère que la fumée arrivera rapidement jusqu'à moi. Kieran Dynan est juste au bord du tronçon central. Grièvement blessé, il n'est qu'à demi conscient. Devant moi, il n'y avait plus rien. Des débris, c'est tout. 20h30. 5 minutes après le crash, les pompiers approchent de l'avion. Ils commencent par noyer la zone sous la mousse carbonique. Les pompiers ont crié « On a éteint le feu dans le moteur ». Et je me suis dit qu'on avait peut-être une chance. En moins de 2 minutes, le sinistre est maîtrisé et le sauvetage commence. Les pompiers parcourent l'appareil à la recherche de survivants. Leur priorité est de faire le tri entre ceux qui sont morts et ceux qui s'accrochent encore à la vie. J'ai émergé quand il m'a braqué sa torche dans les yeux et il a dit « Vite, celui-ci est encore vivant ». Puis j'ai reperdu conscience. Kieran est extrait de l'avion et emmené d'urgence à l'hôpital. 8 heures après l'accident, les sauveteurs extraient le dernier survivant de l'épave du vol British Midland 092. Il est alors 4h20 du matin. Sur les 126 personnes à bord, 39 sont mortes au moment de l'impact et 8 autres ont succombé à leurs blessures après avoir été transportés à l'hôpital. Parmi les survivants, on trouve les pilotes Kevin Hunt et David McClelland. Mais tous deux sont grièvement blessés. Le commandant est paralysé. Les survivants ont décrit ce qui s'était passé et ont fait l'éloge du savoir-faire des pilotes. Mais comment un avion flambant neuf a-t-il pu tomber comme une pierre? Un acte terroriste est la première hypothèse envisagée. Tout le monde a encore à l'esprit l'attentat de Lockerbie, 3 semaines auparavant, qui a fait 270 morts. Une bombe est-elle à l'origine du crash du vol 092? En retraçant le fil des événements qui ont conduit à ce jour fatidique et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé. La simulation informatique va vous emmener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la catastrophe. Eddie Trimble est enquêteur en chef au Air Accident Investigation Branch, l'équivalent du bureau Enquête Accident. Il a travaillé sur toutes les grandes catastrophes aériennes survenues au Royaume-Uni au cours des 30 dernières années. À l'annonce du drame de Kegworth, lui et son équipe de 9 enquêteurs sont toujours à Lockerbie, en train de fouiller les vestiges de l'avion de la Pan Am. Eddie Trimble craint qu'un nouvel attentat terroriste n'ait encore coûté la vie à certains de ses compatriotes.
Il arrive sur les lieux aux alentours de minuit, soit seulement 4 heures après l'accident. Mais les fouilles ne révèlent aucun indice venant confirmer l'hypothèse d'une explosion terroriste. L'équipe écarte donc rapidement la thèse de l'attentat. Kegworth n'est pas un deuxième Lockerbie. Elle envisage ensuite la possibilité d'un ennui mécanique, les survivants faisant état d'une panne des 2 moteurs. Aussi invraisemblable qu'elle puisse paraître, cette théorie fait bientôt la une des médias. D'après les experts, le risque de voir 2 moteurs d'un avion neuf tomber en panne en même temps est de 1 sur 100 millions. Néanmoins, c'est bien ce qui se serait produit la nuit dernière. Eddie Trimble sait que si cette hypothèse est confirmée, elle aura des conséquences énormes. Les 18 nouveaux 737 en service souffrent-ils du même défaut de fabrication? C'est aux enquêteurs de le déterminer, et vite. Pour trouver un début de réponse, Eddie Trimble et son équipe passent les restes de l'appareil au peigne fin. Ils doivent impérativement trouver des preuves expliquant comment les 2 turboréacteurs ont pu tomber en panne en même temps. Beaucoup de témoins oculaires expliquent qu'ils ont vu des flammes sortir du moteur gauche. C'est donc ce moteur qu'Eddie Trimble commence par examiner. Mais la tâche n'est pas facile, car le moteur a été très endommagé à l'impact. Pourtant, Trimble ne tarde pas à trouver quelque chose qui n'a rien à voir avec le crash. La plupart des aubes du turboréacteur sont très abîmées et certaines sont cassées. Il en conclut que des débris ont pu être aspirés à l'intérieur du moteur, causant des dégâts irréparables. Il expédie le réacteur pour analyse supplémentaire afin qu'on puisse déterminer pourquoi les aubes se sont cassées. Eddie Trimble et son équipe se tournent ensuite vers le moteur droit, le premier à avoir eu des problèmes d'après l'enregistrement des conversations dans le cockpit. Après plusieurs heures d'examen minutieux, le chef de l'enquête parvient à une conclusion terrible mais irréfutable. Je me suis dit, il semble qu'ils aient coupé un moteur qui fonctionnait correctement. Lorsque le moteur gauche a donné des signes de fatigue, il semblerait que les pilotes aient coupé de manière inexplicable celui de droite qui fonctionnait correctement. Cette révélation fait basculer tout l'axe de l'enquête. Ce ne serait ni un attentat, ni une panne des 2 turboréacteurs qui a entraîné la mort de 47 personnes à bord du vol 092. Ce serait une erreur humaine, aux conséquences tragiques. Cette découverte choquante fait grand bruit dans le monde de l'aviation. Comment des pilotes aussi expérimentés ont-ils bien pu couper le mauvais moteur sur un appareil qui sortait d'usine? Eddie Trimble sait qu'il s'agit d'un des nouveaux 737-400 lancés 1 an auparavant. Le copilote David McClelland avait volé seulement 53 heures sur cet appareil. Et le commandant Kevin Hunt, rien que 23. Est-ce parce qu'ils n'étaient pas assez habitués à certains aspects de l'appareil que les 2 hommes ont commis une telle erreur? Pour le découvrir, Eddie Trimble doit reconstituer l'enchaînement des moindres événements. Grâce à l'enregistrement des conversations dans le cockpit, il analyse chacune des décisions prises par le pilote et son copilote. On doit le couper complètement. 20h05, H-20 minutes. Dans le moteur gauche, une aube se casse. Le morceau qui s'est détaché vient se loger dans le capot moteur. Les dégâts endommagent l'alignement du moteur. Les vibrations violentes de ce dernier se transmettent alors à tout l'avion. La rupture de l'aube a endommagé le réacteur gauche qui menace de cesser de fonctionner. En plus des secousses qu'il ressent, l'équipage remarque de la fumée. Cette fumée s'échappe des joints abîmés du moteur et s'infiltre dans le circuit d'air conditionné.
Les deux hommes ont conclu qu'il y a le feu dans un de leurs deux réacteurs. Le commandant demande lequel pose problème. C'est lequel? L'enregistreur phonique dévoile alors le premier acte d'un enchaînement d'événements fatidiques. David McClelland commence par dire gauche. Le gauche. Avant de changer d'avis. Non, c'est le droit. Eddie Trimble doit comprendre pourquoi le copilote a hésité puis donné une mauvaise réponse. Il sait que les deux hommes ne peuvent pas voir les moteurs et qu'ils doivent se fier aux écrans d'affichage des instruments pour diagnostiquer la nature du problème. L'affichage des nouveaux 737-400 se fait sur des écrans télé et des cadrans à diode. Hunt et McClelland ont-ils eu du mal à interpréter cette présentation inhabituelle? Coupez le moteur. Sur le tableau de bord, un cadran indique les vibrations inhabituelles sur chacun des deux moteurs. Il permet normalement au pilote de savoir d'un seul coup d'œil quel réacteur est défectueux. Ces cadrans ont toujours existé sur les 737, mais sur la série 400, ils ont une présentation très différente. Ce sont en effet des diodes qui font office d'aiguille. Et cette aiguille s'affiche à l'extérieur du cadran, alors qu'elle se trouvait à l'intérieur sur les modèles précédents. De plus, elle est beaucoup plus courte. L'enquêteur apprend que Hunt et McClelland n'ont eu droit qu'à une seule journée de formation sur la série 400 et qu'ils n'ont reçu aucun entraînement en simulateur sur les instruments moteurs, les EIS. Aucun des deux pilotes n'avait eu la possibilité de voler en simulateur et d'apprendre à interpréter les EIS, que ce soit dans le cadre d'une utilisation normale ou plus important, dans des conditions anormales. N'étant pas suffisamment familiarisés avec le nouvel appareil, les deux hommes ratent une première occasion de faire le bon diagnostic. Reste maintenant à comprendre pourquoi ils en arrivent ensuite à la conclusion que c'est le moteur droit qui pose problème. Là encore, c'est l'enregistreur phonique qui fournit à Eddie Trimble un indice. Vous sentez? Qu'est-ce que c'est? Vous sentez? Quand les pilotes sentent de la fumée venant du moteur défectueux, ils savent qu'elle ne peut être passée que par le système d'air conditionné. Or, par expérience, le commandant Hunt sait que ce système est actionné par le moteur droit du 737. Il suppose donc que c'est celui qui émet de la fumée. Coupez le moteur. Mais Boeing a procédé à des modifications sur la série 400. Sur ce modèle, le système d'air conditionné est alimenté par les deux réacteurs. 20h07. Interprétant à tort la provenance de la fumée, les pilotes manquent la deuxième occasion de conclure que le problème se situe au niveau du moteur gauche. C'est pourquoi le copilote coupe le droit, alors que celui-ci fonctionne parfaitement. Tout semble rentrer dans l'ordre. Les vibrations et les coups s'arrêtent. Mesdames et messieurs, ici le commandant. Comme vous avez pu vous en rendre compte en cabine, il y a eu de la fumée. Soulagé, le commandant de bord informe les passagers de ce qu'il a fait. Nous avons dû couper le moteur droit. Mais beaucoup de passagers ne comprennent pas pourquoi il parle du moteur droit. Kieran Dynan se souvient avoir vu des flammes et des étincelles jaillir du réacteur gauche. J'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi couper le bon moteur? C'était évident que c'était le gauche qui était en flammes. Mais encore une fois, le commandant et son copilote ne peuvent voir aucun des deux moteurs de l'avion depuis le poste de pilotage. Il aurait fallu que quelqu'un en cabine leur signale lequel des deux était en flammes. Les enquêteurs veulent donc savoir pourquoi Kieran Dynan et d'autres passagers inquiets n'ont pas donné l'alerte. Je me suis dit, il doit savoir ce qu'il fait. C'est son métier. Eddie Trimble et son équipe concluent que la confiance dans le commandant de bord a dissuadé quiconque de signaler le problème. Mais il reste encore un mystère à percer. Pourquoi l'avion a-t-il semblé reprendre un fonctionnement normal lorsque le copilote a coupé le mauvais moteur?
Pour élucider cette énigme, Eddie Trimble et ses ingénieurs décortiquent le fonctionnement du turboréacteur du 737-400. Tous les 737 sont équipés d'une automanette, une sorte de régulateur qui maintient la vitesse R voulue en injectant la quantité adéquate de carburant dans les turboréacteurs. Pour couper le moteur, David McClelland a dû désengager cette automanette. L'avion est alors repassé en commande manuelle. Pour Eddie Trimble, cette manœuvre de routine est la clé du mystère. Les moteurs étant gérés par ordinateur, l'enquêteur utilise la boîte noire pour déterminer ce qui s'est passé dans les moteurs au moment critique. Le fait que l'automanette a été désengagée explique pourquoi l'avion a donné l'impression de voler normalement avec un moteur pourtant endommagé. C'est une percée capitale pour les enquêteurs, qui peuvent dès lors reconstituer ce qui s'est déroulé à bord du vol 092, juste avant la terrible minute de vérité. « 20h05 ». La cassure d'une aube dans le turboréacteur gauche endommage le moteur correspondant, ce qui entraîne une réduction de la vitesse de rotation de la turbine. L'automanette réagit en injectant plus de carburant dans le moteur défectueux pour essayer de maintenir sa vitesse de fonctionnement. Du coup, ce moteur se met à vibrer fortement et à cracher des étincelles qui mettent le feu au carburant excédentaire. Ce sont les flammes que certains passagers remarquent. 20h07. Trompés par la fumée acheminée par le circuit d'air conditionné, les pilotes incriminent le mauvais moteur. Le commandant de bord ordonne l'arrêt du moteur droit qui fonctionne correctement. Coupez le moteur. Le copilote s'exécute, désengage l'automanette et tire le levier de poussée des gaz du réacteur droit. À cet instant, les vibrations cessent et l'odeur de fumée se dissipe. Eddie Trimble sait maintenant pourquoi. Les données de la boîte noire confirment qu'au moment où le copilote a coupé l'automanette pour couper le réacteur droit, les deux moteurs sont repassés en commande manuelle. Ayant détecté un fonctionnement plus lent que la normale, les capteurs situés dans le moteur défectueux ont réduit l'approvisionnement en kérosène. Revenu à une alimentation supportable pour lui, le moteur a cessé de vibrer et d'émettre des flammes. Le moteur gauche, quant à lui, semble fonctionner normalement, alors qu'il est presque hors d'usage. L'équipage conclut logiquement qu'il a coupé le moteur défectueux, alors que c'est le fait d'avoir désengagé l'automanette qui a, en apparence seulement, résolu le problème. Cette conséquence du fonctionnement de l'automanette est l'élément qui a incité les deux pilotes à croire qu'ils avaient correctement identifié le moteur droit comme étant celui qui était défectueux. C'est donc là la clé du mystère. Le fonctionnement de l'automanette des 737 peut induire les pilotes en erreur en cas de problème sur un réacteur. Et les enquêteurs sont sur le point de découvrir comment un ultime coup du sort va sceller le destin du vol 092. Approchez le radioalignement par la droite. Il ne manque plus à Eddie Trimble que la dernière pièce du puzzle. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas compris qu'ils avaient coupé le mauvais moteur durant les 20 minutes qui ont séparé l'apparition du problème et le crash final? En écoutant avec attention les enregistrements, Eddie Trimble tombe sur un moment clé. H-12 minutes et 15 secondes. L'avion semble à nouveau fonctionner normalement. Mais Kevin Hunt sait qu'après un tel problème, il doit passer en revue toutes les décisions prises pour s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise. Il y a eu les vibrations. Mais au moment où il commence à récapituler, le contrôleur aérien l'interrompt. Vent de surface de secteur ouest, 5 nœuds. Le commandant est autorisé à descendre à 1200 mètres pour se poser 12 minutes plus tard. Mais après cette communication, il ne reprend pas l'analyse des décisions prises avec son copilote. S'il l'avait fait, il aurait peut-être décelé son erreur. L'équipage vient de laisser passer sa dernière chance d'éviter l'accident.
H, moins 4 minutes 40. Nous sommes en approche. Volet 1, s'il vous plaît. Vitesse 190. Les pilotes font accélérer le moteur gauche pour contrôler leur descente. Ils ignorent qu'ils portent ainsi le coup de grâce à l'avion. Du fait de l'accélération, davantage de débris provenant des aubes sont aspirés dans le réacteur. On perd de la poussée. Le moteur se désagrège et la piste d'atterrissage est encore à 21 km. Une minute avant la catastrophe, le moteur cesse de fonctionner et prend feu. Le moteur 1 est en flammes. Laissez tomber. Rallumez l'autre. Le commandant Hunt lutte contre la montre. Les deux moteurs sont désormais hors d'usage. En désespoir de cause, il essaie de faire redémarrer le droit par une remise en marche au moulinet, c'est-à-dire en utilisant la vitesse de l'avion pour faire tourner les aubes de la turbine. Il ne démarre pas. Il ne démarre pas. Essayez encore. Il ne démarre pas, Kevin. Il est trop tard. Leur vitesse R est trop basse. Hunt relève le nez de l'appareil pour prolonger le vol plané. Il parvient à maintenir son avion suffisamment longtemps en vol pour dépasser le village de Kegworth. Mais il sait désormais que tout est fini. H moins 10 secondes. Kevin Hunt fait une dernière annonce. Préparez-vous à un atterrissage d'urgence. À 20h24 minutes et 43 secondes, le vol 092 de British Midland s'écrase sur le talus de la M1 à 185 km/h. Midland 092 à vous. Midland 092 à vous. Midland 092 à vous. L'avion s'est arrêté à seulement 900 mètres de la piste d'atterrissage de l'aéroport. 5 mois après l'accident, l'enquête connaîtra un dernier rebondissement. 2 incidents vont clouer au sol plus d'une trentaine de 737-400 dans le monde entier. En juin 1989, soit 5 mois après l'accident de Kegworth, 2 Boeing 737-400 connaissent les mêmes problèmes avec les aubes des réacteurs. Heureusement, dans les 2 cas, les pilotes interprètent correctement les signaux d'alerte et se posent normalement. Ce soir, l'aviation civile a interdit de vol tous les Boeing 737-400. Dans le monde entier, les autorités de l'aviation civile font de même pour tous les avions équipés de ce type de moteur, afin de procéder à une inspection minutieuse des réacteurs. Le fabricant découvre alors un défaut dans la conception des aubes. Lors du fonctionnement à vitesse maximale, au-delà de 7600 mètres d'altitude, la faible densité de l'air engendre une vibration de ces dernières. Un problème jusqu'alors passé inaperçu, qui peut conduire à des ruptures. Il s'avère que ce moteur n'a jamais été testé en vol. Les moteurs des 737-400 n'étant que des améliorations de la série 300, ils sont simplement passés au banc d'essai. Un test en vol n'était pas obligatoire. S'il l'avait été, les vibrations des aubes auraient peut-être été repérées. Le fabricant a dû redessiner le moteur et rééquiper 99 Boeing 737-400. Les règlements obligent aujourd'hui les fabricants à procéder à des essais en vol de tous les nouveaux moteurs. 18 mois après la catastrophe de Kegworth, la commission d'enquête a publié son rapport. Elle a conclu que si les pilotes avaient bien commis une erreur en coupant le mauvais moteur, ils bénéficiaient de circonstances atténuantes. Ils n'avaient eu aucun entraînement en simulateur sur 737-400. La première urgence qu'ils ont donc eu à gérer était une urgence en situation réelle. Les indicateurs de vibration n'étaient pas assez visibles. Et si le personnel en cabine avait prévenu le commandant que le moteur gauche crachait des flammes, ce que lui ne pouvait pas voir depuis le cockpit, l'accident aurait pu être évité. Quoi qu'il en soit, pour les survivants, les 2 pilotes restent des héros. C'est tellement triste qu'il s'en soit fallu d'aussi peu. On a failli s'en sortir.
Ces deux pilotes ont pris des risques énormes et ont fait beaucoup d'efforts, mais ils ont échoué de très peu. Et c'est rageant. Les leçons tirées du crash de Kegworth ont abouti à un renforcement global des mesures de sécurité dans l'aéronautique. Boeing a revu l'affichage du tableau de bord de ses nouveaux appareils, afin qu'il soit plus lisible. L'entraînement en simulateur est aujourd'hui obligatoire en cas de modification conséquente des éléments d'un avion. Et toutes les compagnies aériennes insistent désormais dans leur stage de formation sur l'importance de la communication entre la cabine et le poste de pilotage, surtout lors d'une urgence. Sur les 126 personnes présentes à bord, 47 ont perdu la vie. Pour les survivants, rien ne peut atténuer les souvenirs de cette nuit de cauchemar. Néanmoins, leur vie a continué. Chris Thompson et Nick Stevenson se sont remis de leurs blessures et travaillent toujours ensemble en Irlande du Nord. Kieran Dynan est aujourd'hui marié et père d'une petite fille. Je me fais toujours du souci, mais plus comme avant. J'ai eu toute ma malchance d'un coup. Et rien d'aussi terrible ne peut plus m'arriver. Debbie Griffiths n'est plus hôtesse de l'air. Elle suit des études d'infirmière. On ne survit pas à un accident d'avion sans changer. Depuis, je profite de chaque instant. J'ai toujours été enjouée et je n'ai jamais ressenti d'amertume du genre « pourquoi moi ? Pourquoi pas moi ?» même si je n'ai rien de particulier. Quant à Gareth Jones, si ses blessures physiques ont été minimes, il reste psychologiquement très marqué par cette aventure. Je me sens mal depuis. Pourquoi ai-je survécu? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Ça me hante encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis sorti, si ce n'est que j'ai eu la chance de tomber sur un bon siège. Le Boeing 737 reste un des avions les plus utilisés au monde. Aujourd'hui, sur l'ensemble du globe, un appareil de ce type décolle toutes les 5 secondes. Et son bilan de sécurité est toujours un des meilleurs. Salut à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous des docu-réalités de Direct 8 et de notre série La Minute de Vérité. C'est un fait, les catastrophes n'arrivent pas par hasard, elles sont le résultat d'une succession d'événements malheureux. C'est ce qui s'est produit le 19 juillet 1989 avec le vol 232 de United Airlines qui va perdre l'usage de l'un de ses moteurs. Très rapidement, l'avion va se transformer en boule de feu lorsqu'il percute la piste de Sioux City, dans l'Iowa. Sur 285 passagers, 112 vont disparaître. Voici la Minute de Vérité, tout de suite, sur Direct 8. Un DC-10 avec à son bord des vacanciers, et notamment beaucoup d'enfants, fait route vers Chicago. 1 heure après le décollage, un de ses moteurs tombe en panne. Bien qu'il lui en reste 2, l'avion devient presque impossible à piloter. Les 285 passagers se préparent à un atterrissage d'urgence à Sioux City. Comment la panne d'un seul des moteurs a-t-elle pu conduire à ce désastre? Grâce à la simulation informatique, nous allons vous montrer précisément ce qui a entraîné la perte du vol 232. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette Minute de Vérité. États-Unis, Colorado, Denver, aéroport de Stapleton, 19 juillet 1989. Surnommée la porte d'entrée des Rocheuses, Denver est une des plaques tournantes du trafic aérien américain. 1300 avions décollent d'ici tous les jours, transportant plus de 75 000 passagers. L'été bat son plein et l'aéroport de Stapleton est envahi par les vacanciers et les hommes d'affaires. Debbie McKelvey fait partie des vacanciers qui vont quitter Denver ce jour-là. Elle emmène sa fille Devon, 6 ans, et son fils Ryan, 7 ans, à une réunion de famille dans l'état dont elle est native, la Pennsylvanie.
Je revenais pour 2 semaines avec mes enfants et j'étais enthousiaste à l'idée de ce voyage. Debbie profite de la promotion Journée des enfants proposée par la compagnie United Airlines. Les enfants de moins de 14 ans volent pour 1 cent seulement, à condition que chacun d'eux voyage avec un adulte payant. Debbie part donc avec son ami du club de tennis, Russ Ness, pour qu'elle fasse la paire avec un de ses enfants. Ça me faisait plaisir de partir avec Russ, car elle pouvait s'occuper d'un de mes enfants et moi de l'autre. 13h15. Debbie, Russ et les enfants sont en salle d'embarquement pour le vol UA 232 à destination de Philadelphie via Chicago. Le pilote de ce vol sera le commandant Al Haynes. Le personnel en cabine lui a signalé un petit problème électrique en cuisine lors du vol précédent, mais les ingénieurs lui ont donné le feu vert pour poursuivre sa route. Ce pilote chevronné totalise 7190 heures de vol sur DC-10. Les passagers sont donc en de bonnes mains. Le DC-10 est un avion formidable, surnommé parfois l'avion des vieux, tant il est facile à piloter. À la fin des années 80, plus de 400 appareils de ce genre sont encore en service. Pourtant, l'histoire du DC-10 a été émaillée de nombreuses catastrophes. Windsor, dans l'Ontario, au Canada, 1972. Sur un DC-10 en service depuis 1 an, une porte de la soute explose, provoquant une décompression importante. Les pilotes parviennent cependant à poser l'avion sans anicroche. 2 ans plus tard, une porte est arrachée sur un DC-10 d'une compagnie turque au départ de Paris. Cette fois-ci, la décompression disloque l'appareil en plein vol et provoque la mort des 346 personnes qui se trouvaient à bord. L'avionneur McDonnell Douglas détecte et corrige le problème, mais la réputation du DC-10 restera à jamais entachée. L'appareil qui va effectuer le vol 232 est dans sa 17e année d'utilisation et compte plus de 43 000 heures de vol sans le moindre problème, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison pour que ce vol soit différent. Jerry Schemmel, membre de la Continental Basketball Association, a l'habitude de se déplacer en avion. Prendre l'avion ne m'a jamais inquiété. J'ai effectué mon premier vol à 18 ans et ça m'a toujours plu. Jerry se rend à Columbus pour affaires avec son patron et ami Jay Ramsdell. Le vol qu'il devait prendre a été annulé, mais Jay a réussi à trouver un billet pour le suivant. Il n'y a en revanche aucune place pour Jerry. Jay décide donc d'attendre avec lui jusqu'à ce qu'ils obtiennent 2 places sur un autre avion. Sur le moment, j'y ai pas trop prêté attention. C'était sympa et j'aurais fait de même. Au bout de 6h30 d'attente, Jerry et Jay se voient attribuer 2 places sur le vol United Airlines 232 pour Philadelphie. Il y aura à bord 285 passagers et 11 membres d'équipage. Debbie McKelvey embarque avec son ami et ses 2 enfants. Le nombre de jeunes passagers est inhabituellement élevé, 52 au total, en raison de la journée des enfants. Pour la responsable des agents de bord, Jan Brownlaw, cet afflux d'enfants laisse présager un vol fatigant. Après 4 jours de voyage, elle a hâte de rentrer chez elle, à Chicago. Je me souviens avoir ressenti l'énergie de cette dernière étape et de m'être préparé pour le service. Le commandant Haynes, le copilote Bill Rickards et le mécanicien ingénieur navigant Dudley Dvorak effectuent les vérifications pré-vol. Ils roulent ensuite jusqu'à la piste et attendent l'autorisation de décoller. À 14h09, l'avion décolle de Denver. Au départ de Denver, le ciel était dégagé, c'était une belle journée, pas de vent. Un vol de routine, quoi. Debbie McKelvey est assise à côté de son fils Ryan et son ami Russ est dans la rangée juste derrière à côté de Devon. À 15h16, les passagers terminent leur repas.
Qu'est-ce qui se passe? Soudain, une terrible explosion secoue l'avion. Je me suis dit, c'est une bombe. Je croyais vraiment que quelqu'un avait posé une bombe et qu'on commençait à tomber. C'est comme conduire sur une autoroute et passer sur un gros nid de poule. Jan Brownlow redoute que le fuselage ne soit percé. Instinctivement, je me suis assise par terre et je me suis cramponnée. Je ne savais pas s'il y allait avoir une décompression et si tout ce qui n'était pas solidement arrimé n'allait pas être aspiré à l'extérieur. Mais il n'y a aucun dégât visible à l'intérieur de l'avion. Dans le poste de pilotage, le commandant Haynes scrute les instruments correspondant au moteur et constate rapidement que le numéro 2 ne fonctionne plus normalement. Ça ne m'était jamais arrivé en vol, seulement en simulateur. Il est hélas bien en situation réelle. 15h17. Pour le commandant, la priorité consiste à couper le moteur défectueux. Il ne s'inquiète pas outre mesure car il sait que l'avion peut très bien voler avec les 2 turboréacteurs restants. Al Haynes entame donc la procédure d'arrêt et coupe l'approvisionnement en carburant et en électricité du moteur numéro 2. Une fois le moteur incriminé coupé, le mécanicien ingénieur navigant, Dudley Dvorak, repère un autre problème. On n'a plus de bâche hydraulique. Ses instruments lui indiquent que les circuits hydrauliques des 3 moteurs sont vides. Il n'en croit pas ses yeux. Les circuits hydrauliques actionnent les volets, les ailerons, la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur. Privés de ces commandes de vol, les pilotes sont incapables de diriger l'avion. Et les instruments disent vrai. Al, tu peux m'aider? Le copilote Bill Rickards découvre horrifié que ses commandes ne répondent plus. L'avion commence à s'incliner sur sa droite et le copilote ne peut rien faire. Là, on a compris qu'on était dans le pétrin, qu'il y avait un très gros problème. Le commandant Haynes essaie d'actionner les commandes, mais lui non plus ne parvient pas à rétablir le niveau de vol du DC-10. L'avion menace de se retourner, une perspective terrifiante. On ne pouvait ni faire virer l'avion, ni contrôler son tangage, rien du tout. C'est le cauchemar de tout pilote. L'avion est à 11 000 mètres et ne répond plus. Si son aile gauche continue de monter, il va se retourner et tomber. La situation du vol United Airlines 232 est des plus préoccupantes, car malgré leurs efforts, Al Haynes, Bill Rickards et Dudley Dvorak ne parviennent pas à maîtriser leur appareil. En cabine, les passagers perçoivent la forte inclinaison de l'appareil. Mon fils de 7 ans et demi a toujours été très observateur. Il a regardé à droite et à gauche et il a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait que l'avion penchait. On sentait notre corps pencher à droite. Je me souviens d'ailleurs m'être dit que ce n'était pas normal. 15h18. L'aile gauche est dangereusement relevée. Al Haynes sait que c'est désormais une question de secondes avant que l'avion ne se retourne et plonge vers le sol. Il ne lui reste plus qu'un vieux tour d'aviateur dans son sac. S'il échoue, le vol UA-232 est condamné. Ma première réaction a été de fermer une manette des gaz et de pousser l'autre. Dans un effort désespéré pour retrouver son niveau de vol, le commandant Haynes essaie d'ajuster la puissance relative des 2 moteurs logés sous les ailes. Si le moteur droit tourne plus vite que celui de gauche, l'avion devrait appuyer à gauche et inversement. La manœuvre réussit. Al Haynes parvient à faire cesser le tangage. S'il n'a toujours aucune commande de vol, il parvient cependant à guider l'avion en utilisant les manettes des gaz. Mais il découvre vite qu'il ne peut que tourner à droite. À 15h20, le copilote Bill Rickards contacte par radio le contrôle aérien de Minneapolis. Il explique que les commandes de vol ne fonctionnent plus et demande qu'on lui indique une trajectoire de vol vers l'aéroport le plus proche. Les 3 hommes n'ont aucune idée de comment ils vont pouvoir atterrir.
Mesdames et messieurs, ici le commandant. Nous avons coupé le moteur 2. Al Haynes annonce le problème moteur aux passagers, mais ne dit rien des ennuis de commande de vol. Les passagers ne sont pas tous rassurés par ces paroles. On sentait la tension du personnel de bord. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, il y a tout de même quelque chose qui ne va pas. Le commandant Haynes sait qu'il lutte contre la montre. L'avion chute à raison de 250 mètres par minute. Ils vont très vite devoir tenter un atterrissage d'urgence. À 15h22, le contrôle aérien informe le vol 232 que la piste la plus proche se trouve à l'aéroport de Sioux Gateway. C'est un petit aéroport régional situé près de la paisible bourgade de Sioux City, dans l'Iowa. 15h25. À la caserne de pompiers de la ville, l'après-midi est des plus calmes. Mais les choses vont bientôt changer. Quand Robert Hamilton, le chef des pompiers, entend l'alerte, il s'attend à un problème de taille. Je fais ce métier depuis longtemps et on finit par avoir un sixième sens. Quelques minutes plus tard, son intuition se confirme. Le vol UA-232 se dirige droit sur sa ville. 9 camions de pompiers viennent de toute urgence se poster sur une des pistes de l'aéroport. Le commandant Haynes et son équipage doivent trouver un moyen de se poser, alors qu'ils sont privés de commande de vol. Mais avant même qu'ils aient pu trouver une solution à ce problème, ils en découvrent un autre. Le DC-10 se met à voler en dents de scie, de manière aléatoire et incontrôlable. Les pilotes ont l'impression de se trouver sur un grand 8 aérien. On ignorait combien de temps on resterait en l'air. En sentant les soubresauts de l'avion, Debbie McKelvey commence à craindre pour sa vie. J'étais avec mes enfants de 6 et 7 ans. Je me suis dit, si on doit mourir, pourvu que ce soit rapide. À 15h26, le commandant Haynes convoque la responsable des agents de bord dans le cockpit. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti toute cette tension. C'était la pire situation possible. Le commandant l'informe qu'elle doit préparer les passagers à un atterrissage d'urgence. En arrivant en première classe, je ne pouvais regarder personne dans les yeux, car j'avais peur que les gens ne lisent la peur dans les miens. Denny Fitch, instructeur de vol sur DC-10, rentre chez lui après une séance de formation. Il sait que l'heure est grave et propose son aide. À 15h29, ce qu'il découvre en entrant dans le cockpit le glace d'effroi. C'était saisissant pour moi. Les deux pilotes étaient aux commandes et tous les deux avaient les muscles des avant-bras bandés par l'effort. Leurs articulations blanchissaient sous la pression. En tant qu'instructeur expérimenté, Denny Fitch est rompu à toute éventualité. Pourtant, il n'a encore jamais rien vu de pareil. J'étais abasourdi. C'était du jamais vu. Il n'y a pas de procédure d'urgence en cas de perte du circuit hydraulique. Ma première pensée, pour être honnête, a été de me dire que j'allais mourir cet après-midi-là. Le commandant Haynes informe ses passagers que l'avion va atterrir en urgence à Sioux City. La vie de 296 personnes est en jeu. Les pilotes font face à un incroyable défi. Poser l'appareil sans qu'il s'écrase. Denny Fitch aide du mieux qu'il peut. J'ai demandé au commandant s'il voulait que je m'occupe des manettes des gaz et il m'a dit « allez-y ». Il le remplace donc aux manettes, les seules commandes qui fonctionnent encore. Elles permettent d'effectuer un semblant de pilotage, mais l'avion ne peut toujours que tourner à droite. Pour moi, Denny était le 4e membre d'équipage car il était prêt à nous aider du mieux qu'il pouvait. 15h48. Le DC-10 est à 12 minutes de l'aéroport de Sioux City et il perd dangereusement de l'altitude. Les pilotes doivent dès lors envisager l'impensable. Dans quelques minutes, ils vont devoir tenter de poser un avion de 165 tonnes privé de commande de vol. La vie des 285 passagers est entre leurs mains.
Les pilotes doivent s'aligner pour la trajectoire d'approche finale. Denny Fitch va tenter de diriger l'appareil tout en contrôlant sa descente, avec les seules manettes de gaz et en tenant compte du fait que l'avion ne peut effectuer que des virages à droite. La manœuvre consiste donc à faire une série de boucles en espérant qu'au sortir de la dernière, l'avion sera face à la piste. Les chances de réussite sont minimes. À 15h50, Jan Brownlow répète une dernière fois les consignes de sécurité. La vie des passagers était entre nos mains. On aurait entendu une mouche voler. Jan s'occupe plus particulièrement des 4 enfants trop jeunes pour avoir un siège. Il n'y a pas à l'époque de consigne officielle à ce sujet. Mais la procédure de United Airlines prévoit qu'en cas d'atterrissage d'urgence, les adultes maintiennent les jeunes enfants au sol. Jan doute du bien fondé de cette procédure, mais elle respecte les consignes. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Quand je me souviens que j'ai dit à des passagers, à des parents, de maintenir leurs jeunes enfants couchés au sol. À l'approche de Sioux City, les 4 hommes dans le cockpit ont parfaitement conscience de l'enjeu. 296 vies sont entre vos mains. Jamais je ne me suis senti autant responsable de toute ma vie. Privé de ses freins, l'avion a besoin de la plus grande longueur de piste possible. C'est pourquoi les contrôleurs aériens lui affectent la numéro 31. Avec ses 2700 mètres, c'est la plus longue de Sioux City. À 15h52, Denny Fitch entame la dernière boucle. Il sait que l'avion endommagé ne pourra jamais reprendre de l'altitude pour une deuxième tentative. Ça y était, il fallait qu'on se pose sur cette piste. Et du premier coup. Au sortir de la dernière boucle, les pilotes sont soulagés de découvrir droit devant eux l'aéroport de Sioux City. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne sont pas en face de la bonne piste. Cette piste était devant nous, on manquait de temps et d'altitude, donc on y est allé. La piste 22 est bien plus courte que la 31, et c'est celle où se sont garés les camions de pompiers et les ambulances. C'est seulement au bout de quelques minutes qu'on a su qu'il y avait un changement, que l'avion n'atterrirait plus sur la piste 31 mais la 22. À 15h59, les camions de pompiers dégagent la piste 22 de toute urgence pour permettre aux décédistes d'atterrir. On s'est dépêché d'évacuer et de se mettre dans la meilleure position possible afin ensuite d'accéder à cette même piste. Le commandant ordonne aux passagers de se mettre en position de sécurité. Quand cet ordre a été donné, on aurait dit qu'une brise traversait un champ d'herbe. Tous les passagers en cabine ont disparu pour se mettre en position. Je me suis dit que ça y était. Et j'ai dit à mon fils de baisser le pare-soleil du hublot. On n'avait pas besoin de voir la fin arriver. Tandis que les pilotes font de leur mieux pour aligner la trajectoire de l'avion dans l'axe de la piste, ils volent encore à 400 km/h, alors que la vitesse normale pour un atterrissage est de 250 km/h. Mais incapables d'actionner les volets, ils ne peuvent pas ralentir leur descente. L'avertisseur de proximité de sol se met à sonner. Ils descendent trop vite. L'avion plonge à 560 mètres minute, 6 fois plus rapidement que la normale. À terre, une équipe de télé locale se précipite sur les lieux pour filmer l'atterrissage. Ça va pas être joli. 16 heures. Quelques secondes avant l'atterrissage, le nez et l'aile droite s'abaissent. S'il se pose avec une telle inclinaison, l'avion risque de se disloquer. J'ai poussé les 2 manettes au maximum en espérant que ça ferait se relever le nez. Denny Fitch tente désespérément de redresser l'appareil, mais il est trop tard. Les moteurs ne répondent pas à temps.
À 16h16, l'avion percute la piste. On avait l'impression d'être tombé. Ça ne ressemblait pas à un atterrissage d'urgence, mais à un crash. J'entendais les grincements du métal, ce bruit que je n'avais jamais entendu et que j'espère ne jamais plus réentendre. Le train d'atterrissage droit et l'aile droite sont arrachés. Le kérosène commence à fuir et l'appareil prend feu. J'ai vu des boules de feu. L'avion raclait la piste. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on va finir brûlé vif. L'avion glisse sur son aile brisée le long de la piste, sur environ 600 mètres avant de se disloquer. Le poste de pilotage s'est cassé comme une pointe de crayon et l'épave s'est mise à faire des tonneaux à une vitesse folle. Le tronçon principal du fuselage dérape un peu plus loin sur la piste et se retourne sur le dos avant de s'arrêter en bordure de la piste. L'avion se casse en 3 morceaux, le poste de pilotage, la queue et la cabine. Des dizaines de passagers évacuent la cabine en flammes. Camions de pompiers et ambulances se précipitent pour les aider. Les services de secours découvrent un triste spectacle avec d'innombrables morts et blessés. Les survivants se dispersent dans les champs de maïs qui bordent la piste. Parmi eux, Debbie et son fils Ryan. J'ai pris mon fils et on s'est mis à courir. Je n'avais aucune idée d'où on était. Certains des jeunes enfants et des bébés maintenus sur le plancher de l'appareil sont portés disparus. La violence du choc les a arrachés à leurs parents. Une mère éplorée s'en prend à Jan Brownlore, l'hôtesse de l'air. Elle m'a regardée et m'a dit « Vous m'avez dit de le mettre par terre et que tout irait bien. » Et j'ai su que je devrais vivre avec ces mots pour le restant de mes jours. Âgé de 23 mois, l'enfant en question, Ivan Sao, a péri carbonisé. Debbie McKelvey et son fils parviennent à sortir des décombres de l'épave, mais ils ne voient Devon nulle part. Je me suis demandé pourquoi je ne m'étais pas occupée des deux. C'est un sentiment écrasant et vraiment horrible. Jerry Schemmel sort sain et sauf de la cabine. Puis il entend les pleurs d'un bébé. Malgré l'épaisse fumée, il retourne dans l'épave en flammes. Je ne me suis pas dit, si j'y retourne, tout risque d'exploser ou je ne pourrai plus ressortir. J'ai entendu des pleurs de bébé et j'y suis retourné. La cabine se remplit pourtant de vapeurs toxiques. Ce genre de fumée peut tuer en quelques minutes. Les parents, comme Debbie McKelvey, redoutent que leurs enfants ne soient encore à l'intérieur de l'avion en flammes. Le choc a été particulièrement violent lorsque l'avion s'est écrasé. À l'intérieur de la carlingue, Jerry Schemmel se dirige comme il peut. Je me suis rapproché de la source des pleurs et en tâtonnant, j'ai trouvé un bébé prisonnier d'un coffre à bagages. Je l'ai attrapé par un bras et je l'ai fait passer par un trou. Je me suis remis debout, j'ai distingué la sortie grâce à la lumière du soleil et je suis ressorti de l'avion une deuxième fois. Jerry a sans doute sauvé la vie de cet enfant. Mais Debbie McKelvey craint que sa fille et son ami n'aient pas survécu à l'accident. C'est alors qu'elle repère le visage de sa petite Devon au milieu de la fumée. Ça a été un sentiment merveilleux. Elle était là et elle allait bien. Tandis que les passagers s'éloignent de l'épave, le commandant Haynes et son équipage sont toujours prisonniers du cockpit. Le nez de l'avion s'est enfoncé dans la terre meuble qui borde la piste. C'est l'endroit que les secours atteignent en dernier.
Ils doivent utiliser un chariot élévateur et du matériel de désincarcération pour dégager les décombres. Il leur faudra une demi-heure pour arriver jusqu'aux 4 hommes. À 17 h, il les extrait enfin. Les pilotes sont grièvement blessés, mais vivants. Je me souviens, il m'a tapoté sur la poitrine et m'a dit « Tout va bien mon vieux, je suis là, tu vas t'en sortir ». Ça a été un soulagement énorme. L'épave du DC-10 continue de se consumer pendant plus de 2 heures. « 9 hélicoptères et 34 ambulances évacuent les rescapés. Jerry Schemmel s'inquiète pour son ami Jay, qu'il a perdu de vue pendant l'accident. Il espère qu'il s'en est sorti, mais au fil du temps, il perd tout espoir. J'ai eu l'intuition 8 heures après le crash, comme personne ne l'avait vu, qu'il n'avait pas survécu. Jay Ramsdell fait partie des 111 passagers qui ont péri. Une hôtesse de l'air a également trouvé la mort. 11 enfants figurent au nombre des victimes. Malgré tout, 184 personnes ont miraculeusement survécu au crash de Sioux City. Mais pour les pilotes du vol 232, chaque décès est une tragédie. Denny Fitch, l'instructeur de vol, apprend le nombre de morts lorsque sa femme vient lui rendre visite à l'hôpital. Elle s'est mise à pleurer car elle a compris que je l'ignorais. 112 personnes étaient mortes en cabine. Et quand je l'ai vue pleurer, j'ai eu ma réponse. Pendant 3 jours, je n'ai pas arrêté de sangloter, je ne pouvais plus m'arrêter. Ça m'a brisé le cœur d'apprendre que tous ces gens étaient morts. J'étais prêt à mourir pour eux et je ne voulais pas qu'ils périssent. Al Heinz et l'équipage veulent que quelque chose de positif ressorte de ce drame. J'aimerais dire que cet équipage et tout le transport aérien tiennent à découvrir les causes de cet accident pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Le NTSB, l'équivalent du bureau enquête accident, envoie une équipe d'enquêteurs à Sioux City. 427 DC-10 étant alors en service dans le monde entier, le NTSB doit découvrir ce qui est arrivé à celui de United Airlines, et vite. Frank Hildrup dirige l'équipe chargée d'examiner la structure de l'avion. On ressent beaucoup d'appréhension et d'anxiété lors de ce genre de mission. Je n'occupais pas ce poste depuis très longtemps à cette époque, seulement 9 mois. Frank Hildrup et son équipe du NTSB arrivent en Iowa 9 heures après le crash et se mettent immédiatement au travail. Leur priorité consiste à récupérer chaque morceau de l'épave pour reconstituer l'avion. C'est une tâche herculéenne. L'accident s'était produit sur une surface si grande qu'on savait qu'une enquête très longue nous attendait. Les milliers de débris sont éparpillés sur plus d'1 kilomètre. Les services d'urgence et la garde nationale sont mis à contribution. Des centaines d'hommes fouillent chaque mètre carré aux alentours de la piste. L'enquêteur Jim Wilday sait que les composants les plus minuscules peuvent détenir la clé susceptible d'expliquer le crash. Pour comprendre comment un avion s'est disloqué et les interactions entre les différentes pièces, il est souvent très utile de reconstituer la structure de l'appareil. Les enquêteurs interrogent les 4 pilotes pour analyser l'étrange perte des commandes. On n'a plus de bâche hydraulique. Le commandant Heinz et son équipage confirment que peu de temps après la panne du moteur numéro 2, tous les circuits hydrauliques ont cessé de fonctionner. L'information laisse Frank Hildrup on ne peut plus perplexe. Personnellement, je ne savais pas comment expliquer l'accident d'un avion qui avait perdu tous ses circuits hydrauliques. C'était du jamais vu et je n'avais jamais été confronté à ça. Toutes les commandes de vol d'un DC-10 dépendent des circuits hydrauliques. Les volets qui gèrent la descente, les gouvernes de profondeur qui contrôlent le tangage, la gouverne de direction qui dirige l'avion et les ailerons qui le font virer. Ce sont des liquides sous pression circulant dans les circuits hydrauliques qui actionnent ces commandes de vol.
Il y a 3 circuits hydrauliques indépendants. Dans le cas où l'un d'eux cesse d'être opérationnel, il n'y a a priori aucune raison pour que cela provoque une perte des liquides hydrauliques dans les 2 autres. La fuite simultanée des liquides dans les 3 est quasiment impossible. Les experts estiment ce risque à 1 milliard contre 1. C'est alors qu'une découverte inattendue est signalée. À 90 km de Sioux City, des fermiers indiquent qu'ils ont trouvé des débris d'avions dans leurs champs. Les enquêteurs examinent ces morceaux et découvrent des éléments du circuit hydraulique numéro 2 qui se trouvaient en queue près du moteur défectueux. S'appuyant sur la trajectoire de vol, l'équipe calcule l'heure exacte où ces morceaux sont tombés. L'incident s'est produit à 15h16, au moment précis où la déflagration a retenti et où la panne moteur a été signalée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tout indique donc un problème moteur qui a eu pour conséquence d'endommager les circuits hydrauliques. Les enquêteurs examinent alors chaque millimètre des 3 circuits hydrauliques de l'épave. Une tâche fastidieuse, mais qui s'avère payante. En effet, ils découvrent des perforations dans les 2 autres circuits. Et ces trous se situent tous à proximité du moteur défectueux. Nous avons conclu que les 3 circuits avaient été endommagés, ce qui expliquait la fuite des liquides hydrauliques et l'impossibilité de piloter l'avion. Incroyable mais vrai. Un événement a mis hors d'usage les 3 circuits hydrauliques en même temps. Mais les enquêteurs doivent encore prouver que c'est bien la panne du moteur 2 qui en est la cause. Ils analysent donc les perforations avec un microscope électronique. Ils découvrent des traces infimes de titane. Ce métal est utilisé pour fabriquer certaines pièces vitales des avions, car il est résistant et très léger. Sur le DC-10, le seul élément en titane à proximité de la queue se trouve à l'intérieur du moteur 2. Lorsque les ingénieurs du NTSB reconstituent ce moteur, un nouvel indice vient corroborer la théorie envisagée. Nous avons découvert qu'une portion importante du moteur 2 en queue de l'avion était manquante. Cette pièce, c'est la couronne d'aube, l'énorme moyeu central du turboréacteur. Une pièce faite en titane. Les enquêteurs commencent à avoir une idée de ce qui a conduit à la perte des commandes de vol. H, moins 44 minutes. La violente déflagration perçue par les passagers et l'équipage correspond à la rupture de la couronne d'aube de 170 kg. Elle est éjectée du carter, sectionnant du même coup le circuit hydraulique numéro 2. Mais par malchance, d'autres débris viennent perforer les 2 circuits restants. On a perdu les 3 circuits hydrauliques, j'en suis sûr. On n'a plus de bâche hydraulique. H, moins 42 minutes. Les commandes ne répondent plus. La queue est si endommagée que l'avion ne peut plus tourner qu'à droite. Et privés des gouvernes de profondeur, les pilotes ne peuvent le maintenir à un niveau de vol constant. Les enquêteurs du NTSB ne savent cependant toujours pas pourquoi la couronne d'aube a cédé. Or, jusqu'à ce qu'ils élucident cette énigme, plus de 200 DC-10 continueront de voler avec des moteurs souffrant peut-être du même défaut. Il leur faut donc absolument trouver et analyser les morceaux manquants de la couronne. Les enquêteurs calculent la trajectoire probable de ces débris pour tenter de déterminer l'endroit où ils ont pu tomber.
Ils réduisent le périmètre de recherche à une portion de champ de maïs de l'Iowa de 36 km². Ce travail revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les enquêteurs font le maximum pour mettre la main sur la pièce. Ils survolent la zone avec 4 hélicoptères, mais les maïs de 3 mètres de haut cachent ce qui se trouve au sol. Ils utilisent même des caméras infrarouges. Mais après des semaines de recherche, ils sont dans l'impasse. General Electric, le fabricant du moteur, offre même une récompense substantielle à qui trouvera la couronne d'aube tant convoitée. En vain. Deux mois s'écoulent. C'est l'heure de la récolte. En passant, j'ai senti une légère résistance sur l'avant de la moissonneuse. J'ai reculé, je me suis mise au point mort, je suis descendue et j'ai tout de suite vu que c'était la pièce qu'ils cherchaient. Il s'agit effectivement d'une pièce importante, à moitié enterrée. Des équipes de General Electric et du NTSB se précipitent chez les Sorenson. Dale et Janice les aident à extraire la pièce du sol. Voici la vidéo tournée par les Sorenson. J'avais une petite pelle. Je suis allé chercher le tracteur avec le bras mécanique. J'ai passé une chaîne autour, j'ai soulevé la pièce et je l'ai emportée à l'atelier non loin de là. On l'a lavée à l'eau chaude et après elle était impeccable. Très vite, les enquêteurs confirment qu'il s'agit bien d'un gros morceau de la couronne d'aube du vol United Airlines 232. Et ils en trouvent un autre non loin. Avec ces deux éléments, la quasi-totalité de la pièce est reconstituée. Très vite, les enquêteurs confirment qu'il s'agit bien d'un gros morceau de la couronne d'aube du vol United Airlines 232. Et ils en trouvent un autre non loin. Avec ces deux éléments, la quasi-totalité de la pièce est reconstituée. Janice Sorenson apprend que sa trouvaille va peut-être permettre d'expliquer le désastre. J'étais très émue. J'avais les larmes aux yeux. J'étais à la fois toute excitée d'avoir trouvé la pièce et chagrinée pour tous ces gens qui étaient morts. Janice et Dale empochent la récompense de $120 000 de General Electric. Ils en donnent la moitié à des œuvres caritatives. Le NTSB entame alors la deuxième phase de l'enquête. La couronne abîmée est expédiée par avion au laboratoire du fabricant, afin qu'on analyse ce qui a pu briser une pièce aussi robuste. Jim Wildey, un spécialiste des métaux, examine la pièce en commençant par la ligne de fissure principale. Il remarque une partie légèrement saillante, une fissure de fatigue de 13 mm de long. De telles fatigues du métal sont rares sur une couronne d'aube, car cette pièce est spécialement étudiée pour résister à la pression incroyable exercée par les forces de rotation dans le moteur. Puis, à la base de la fissure de fatigue, Jim Wildey repère une cavité minuscule. Elle faisait dans sa plus grande dimension 1,27 mm. En l'observant plus minutieusement, il remarque une décoloration du métal autour de la cavité. Il prélève un échantillon de la zone suspecte pour faire des tests. C'est peut-être là que se cache l'explication de l'accident tragique du vol UA-232. Ce qu'il va découvrir va choquer l'équipe du NTSB et ébranler toute l'industrie aéronautique. En effet, autour de la cavité, il trouve une impureté dans l'alliage en titane.
C'est ce qu'on appelle une inclusion, un défaut significatif mais plus petit qu'un ongle humain. Les analyses montrent qu'il a été provoqué par un apport trop important d'azote lors du travail du lingot de métal. La couronne d'aube du DC-10 a donc été fabriquée à partir de titane contenant un défaut qui s'est avéré fatal. C'est l'ultime pièce du puzzle. En retraçant le fil des événements qui ont conduit à ce jour fatidique et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé. La couronne du DC-10 tournant à raison de 3800 tours minute, la pression exercée fait apparaître une fissure minuscule. À chaque vol, elle ne cesse de s'étendre. 19 juillet 1989. H, moins 44 minutes. La couronne fonctionne depuis 15 503 vols et plus de 17 ans. La fissure mesure alors 13 mm de long. La pièce défectueuse ne peut plus résister à l'effort imposé par la rotation et se casse en deux. Les dégâts engendrés rendent l'avion impossible à piloter. Pendant les 40 minutes qui suivent, les pilotes s'efforcent de maîtriser l'appareil. H-5. À l'issue de sa dernière boucle, le vol 232 se retrouve face à l'aéroport de Sioux City. H-20 secondes. Alors que l'avion atterrit, l'aile droite s'abaisse. C'est l'accident. L'extrémité de l'aile droite percute le sol et l'avion glisse à toute vitesse sur le tarmac. Un avion de 21 millions de dollars, pesant 165 tonnes, s'écrase au sol à cause d'un minuscule défaut dans une pièce de métal. L'équipe du NTSB fait une ultime découverte dramatique. Les enquêteurs apprennent que les techniciens de United Airlines ont effectué une inspection de routine de la couronne défectueuse 16 mois seulement avant l'accident. Or, la fissure était à la surface de la pièce. Au moment de l'inspection, elle devait presque mesurer 13 mm. La couronne avait été inspectée avant l'accident et nous avons déterminé que la fissure était visible, mais personne ne l'a remarqué. Le rapport du NTSB conclut qu'elle est passée inaperçue en raison d'une erreur humaine. Ce même rapport affirmait cependant que les inspections d'United Airlines respectaient les réglementations en vigueur et les normes de l'aéronautique, et désignait le facteur humain comme un problème général dans toute l'industrie aéronautique au niveau des inspections moteurs. Suite à cette catastrophe, la FAA, l'équivalent de la Direction générale de l'aviation civile, a amélioré les procédures d'inspection des moteurs. La FAA a également exigé des modifications des circuits hydrauliques du DC-10. Les compagnies aériennes ont dû ajouter des vannes de coupure pour limiter la quantité de liquide susceptible de s'échapper en cas de fuite. Mais aujourd'hui encore, il n'est pas obligatoire d'attacher les enfants en bas âge en cas d'atterrissage d'urgence. Depuis l'accident, Jan Brownlow milite pour que tous les enfants aient des sièges et des dispositifs de retenue dans les avions. Elle n'a jamais oublié Ivan Tsao, le petit garçon mort pendant qu'elle était de service. Il aurait 17 ans aujourd'hui, s'il avait été dans un siège. Denny Fitch, Al Haynes et les autres membres d'équipage se sont vus attribuer une distinction par l'industrie aéronautique pour leur professionnalisme et leur courage hors du commun. Jerry Schemmel, qui est aujourd'hui père de famille, n'oubliera jamais la dette qu'il a envers ces hommes. Je pense à ces gars chaque jour depuis 16 ans. On n'aurait pas pu avoir de meilleurs pilotes. Les mesures instaurées après l'accident de Sioux City
ont transformé la sécurité aérienne, non seulement sur les DC-10, mais sur tous les avions de ligne. Ces nouvelles réglementations devraient permettre d'éviter qu'une tragédie aussi terrible ne se reproduise un jour.